J'aimerais vous aider à apprendre à reconnaître la négligence. On me demande souvent comment savoir ce qu'il faut chercher. Les gens ne viennent pas nous voir en disant « Voici mon histoire, voici mon passé ». Alors comment pouvons-nous l'identifier? Comment pouvons-nous reconnaître qu'une personne a vécu un traumatisme de la négligence? Alors, d'abord, j'aimerais vraiment insister sur quelque chose. Le fait de nommer la négligence revêt un sens profond pour les gens. Il s'agit là de personnes qui ont passé toute leur vie à dire « il ne m'est rien arrivé, donc je n'ai aucune raison de me sentir mal, je n'ai pas le droit de me sentir mal ». Ces personnes ont honte de se sentir mal, surtout parce qu'elles peuvent donner l'impression, comme c'était le cas des hommes dans mon groupe, qu'elles ont tout pour elles. Alors, pourquoi ne se sentent-elles pas bien? Mais elles ne se sentent pas bien. C'est pour cela que nommer ce traumatisme a un très fort effet de validation. Les gens se sentent soulagés de savoir que « Ah !» Donc c'est ça qui m'est arrivé. Et j'insiste vraiment sur le fait que les traumatismes de négligence sont des traumatismes avec un T majuscule. Dans le monde de l'EMDR, qui signifie désensibilisation et retraitement par les mouvements oculaires, quand nous avons commencé à faire ce genre de travail dans les années 90, il y a une distinction qui a été établie entre les traumatismes avec un T majuscule et les traumatismes avec un T minuscule. Les traumatismes avec un T majuscule avaient tendance à être les traumatismes violents liés à des incidents manifestes, certains événements, et ceux qui étaient moins tangibles étaient considérés comme des petits traumatismes, des traumatismes avec un T minuscule, comme s'ils étaient mineurs. La négligence n'est pas un traumatisme avec un T minuscule. C'est un traumatisme à part entière, un traumatisme développemental, c'est quelque chose de traumatisant. Assez souvent, nos patients disent que ce moment a changé leur vie, le moment où on leur a parlé pour la première fois de traumatisme dû à la négligence. C'est comme s'ils se disaient « Ah waouh, personne ne l'avait compris jusqu'ici ». Et comme ils ont l'air d'aller tellement bien depuis l'extérieur, personne n'a jamais vu qu'ils avaient besoin d'aide. Et souvent, ils ont suivi une thérapie de couple avec leur partenaire et c'est le partenaire qui reçoit tout le blâme et toute l'aide, et eux sont comme sortis de l'équation. Ils pensent qu'ils n'ont rien à travailler, mais ils ne reçoivent pas non plus d'aide, et ils ne savent pas vraiment pourquoi ils sont là, si ce n'est à cause de leur partenaire. Donc, le fait de découvrir que j'ai mon propre traumatisme est quelque chose qui leur apporte une validation extrêmement utile. Alors, que recherchons-nous? Une fois de plus, le fait de nommer et de valider le traumatisme de la négligence est très rassurant et valide le patient. C'est presque comme une sorte d'absolution ou de rédemption. Souvent, ces patients ont dans leur passé vu toute une série de thérapeutes qui n'ont pas réussi à les traiter, qui ont été inutiles, qui n'avaient rien à leur proposer. Et ces patients, dans un sens, s'attendent à ce que nous rejoignions à un moment donné la pile des thérapeutes qui ont échoué. Et ils peuvent très bien venir nous voir en se disant que la plupart des thérapeutes sont inutiles, vous ne pouvez pas m'aider, je ne pense pas que vous ayez quoi que ce soit à me proposer, et cela est déjà en soi un marqueur. C'est une des façons dont le dilemme s'exprime. Il ne supporte pas l'idée d'avoir besoin de l'autre. Par conséquent, l'idée que vous puissiez m'aider est menaçante et dangereuse. C'est une idée qui ébranle leur habitude consistant à ne compter que sur eux. Donc, ils ne peuvent pas tout à fait se permettre de croire que nous ayons quelque chose à leur offrir. Il nous faut apprendre à voir
ce qui n'est pas là. Il nous faut apprendre à identifier ce qui a manqué. Quels sont les indices et les signes nous indiquant ce qui était absent? Qu'est-ce que nous essayons de voir? Et je souhaite ici à nouveau vous faire une sorte de mise en garde. Dans les années 90, au moment où j'atteignais ma maturité de thérapeute, il y a eu comme un retour de manivelle par rapport à tout ce dont on avait commencé à prendre conscience concernant les violences sexuelles et l'inceste dans les familles. Et il y a eu ce qu'on a appelé le syndrome des faux souvenirs. Les patients et les thérapeutes, fondamentalement, ont été diabolisés et accusés de fabriquer, d'inventer des histoires de traumatisme, d'inventer des histoires de maltraitance et d'agression sexuelle, etc. Toutes sortes de choses qui, selon les personnes défendant l'idée du syndrome des faux souvenirs, n'étaient pas vraies, étaient des histoires fictives. Donc, il faut faire très attention à ne pas inventer quelque chose. Et j'aimerais ici vous aider à voir quels sont les meilleurs moyens pour nous de trouver l'histoire manquante, l'histoire de ce qui ne s'est pas passé. Donc, voici quelques-uns des éléments que nous sommes susceptibles d'observer. La première chose que j'ai remarquée et que j'ai trouvée très intéressante dès le départ, c'est ce que j'ai appelé par la suite les 3 P de la négligence. Et cela, souvent, a été très rassurant, en particulier pour les proches de nos patients ayant survécu à un traumatisme de négligence, parce que ces proches étaient très frustrés d'observer cela. Les 3 P, qui sont l'expression d'un cerveau qui est sous-stimulé, sous-fonctionnel, sous-activé, sont la passivité, la procrastination et la paralysie. Ces personnes ont tendance à beaucoup attendre. Elles attendent que l'autre prenne l'initiative, qu'il commence. Elles ne prennent pas l'initiative, certainement en tout cas dans les relations interpersonnelles. Concernant la procrastination, elles ont tendance à perdre la notion du temps, à être en retard, à ne pas arriver à destination, ne pas réussir à finaliser les choses, ne pas aller jusqu'au bout, ne pas terminer les choses. Et pour la paralysie, c'est le côté s'effondrer, abandonner, alors que la personne traumatisée qui a subi plutôt un incident traumatique aura tendance à se réfugier dans le combat ou la fuite, ou sous l'effet du stress, elle devient, n'est-ce pas, hyperactive, plus motivée, plus active, elle va plus agir et moins dormir. Contrairement à cela, la personne négligée aura plutôt tendance à s'affaisser, à se figer, à ne rien faire, à entrer dans un état de paralysie, ce qui ensuite suscite une honte énorme, ainsi que de la frustration et le sentiment d'être incapable de bouger. Voilà ce que sont les 3 P et j'ai été stupéfaite de constater que c'est souvent ce qui ressort en premier. Il se peut aussi qu'un membre de la famille ou un conjoint ou une conjointe se plaigne de ce genre de conduite, de comportement de la part de la personne ayant survécu à la négligence. Et ça, c'est quelque chose qu'on trouve régulièrement, ce qui est intéressant. Les problématiques d'attention que j'ai déjà nommées, c'est-à-dire, comme nous l'avons noté, ce manque de concentration, ce manque d'attention, ce sentiment éventuel d'être déconnecté, cette tendance à oublier ou à être désorganisé. Souvent, les partenaires se plaignent du désordre, par exemple. « Waouh, tu as laissé la laisse du chien par terre. Elle est là depuis des jours et tu ne l'as même pas remarqué. »
Et c'est vrai, n'est-ce pas? C'est comme si l'attention de la personne était ailleurs. Ces personnes peuvent être très compétentes à bien des égards, mais en ce qui concerne leur attention, leur capacité à se focaliser, leur capacité d'attention n'est pas fiable ou n'est pas ciblée. Et c'est pour cela que, comme vous le savez, les problèmes d'attention sont traités avec des médicaments à base d'amphétamine parce que le cerveau fonctionne trop lentement. Il faut accélérer son rythme pour obtenir l'attention, la concentration. Et il y a souvent beaucoup de honte et d'auto-accusation ou d'accusation dans ces situations, alors que tout cela nous ramène en réalité à des antécédents de négligence. Nous observons également ce que j'appelle la psychologie de la personne unique. Alors, la psychologie de la personne unique est un concept déroutant. Il y a là une sorte d'ironie parce que c'est comme s'il y avait deux aspects qui semblent se contredire mutuellement, en même temps. Une partie de la personne est très tournée à l'extérieur, très tournée vers l'autre, parce que l'enfant de la négligence croit des choses comme « je n'ai aucun impact, je n'ai aucune influence sur le fait de savoir si ou quand je recevrai un jour l'attention de l'autre ». Donc, il y a une hypervigilance dirigée vers l'état de l'autre personne, vers l'humeur de l'autre personne, vers le visage de l'autre, le langage corporel de l'autre, comme si, en la surveillant suffisamment soigneusement, je pouvais en définitive, faire ce qui est le plus susceptible de la calmer, de la gérer, comme si finalement je pouvais la rendre plus encline à être gentille avec moi. Donc, on a là une vigilance, un hyper-accordage avec l'autre, une observation extrêmement attentive. J'ai rencontré des couples qui étaient tellement concentrés sur le langage corporel et l'expression faciale de l'autre en permanence qu'ils y réagissaient, souvent à tort, mais ils se sentaient obligés de surveiller l'autre pour pouvoir être en sécurité. Et c'est ainsi que se développe cette hypervigilance dirigée vers l'extérieur. Et là encore, pour revenir aux hommes du groupe à qui on pose des questions sur eux et qui répondent en parlant de leur partenaire, c'est comme s'il n'y a pas de moi, il n'y a que l'autre. Et le fait de se focaliser sur l'autre sera leur objectif principal la plupart du temps dans leurs relations interpersonnelles. Donc ça, c'est le premier aspect de ce que j'appelle la psychologie de la personne unique. L'autre aspect est le suivant. Il n'y a personne vers qui je peux me tourner. Il n'y a personne à qui je peux demander des choses. Une grande partie du monde de cet enfant est vécue de façon solitaire. L'enfant est seul. Donc, il vit dans cet univers très solitaire et très cloisonné. Et il se dit, « Ah, tout le monde pense comme moi je pense. Tout le monde adopte par défaut ce que moi j'adopte par défaut. » Par exemple, son partenaire peut se plaindre de choses comme quand nous marchons ensemble, il ne voit même pas que je suis à 3 mètres derrière lui. C'est comme si cette personne ne savait pas comment marcher avec une autre personne. Et c'est vrai. Ils sont tellement habitués à être dans leur propre monde, livrés à eux-mêmes, qu'il n'y a personne d'autre. Et ces personnes peuvent donc paraître très centrées sur elles, alors que, en même temps, leur attention est très ciblée sur l'extérieur. Donc, nous avons là une contradiction très étrange où, d'un côté, il n'y a pas de moi, et d'un autre côté, il n'y a personne d'autre que moi. C'est une juxtaposition très discordante pour l'autre.